Bonjour. Nous sommes le 20 mai 2020. Nous sommes au niveau en direct de la page de l'IHET. Alors, le thème d'aujourd'hui de la pandémie à l'environnement des affaires de l'entreprise, comment rebondir. Alors, bienvenue à Monsieur Tahar Ali. Bienvenue à Monsieur Boubacar El-Mehri. Il va nous présenter le thème d'aujourd'hui. Alors, le déroulement de notre conférence est comme suit. Alors, une petite présentation par moi-même, Salma Ben Saïden, responsable du département gestion de l'HET. Après, deuxième volet, l'environnement des affaires à la fin de 2020, gestion de la dépression, les perspectives à court et à moyen terme, présenté par Dr Tal Almi. Alors, troisième volet, de point de vue de dirigeants d'entreprise. Alors, Dr Boubacar Mehri, directeur général de Delis Holding. Et quatrième volet, un débat. Vous pouvez laisser vos commentaires sur notre page Facebook. Alors, avant de commencer, si vous me permettez, je vais présenter une petite présentation. Le temps de faire le partage de l'écran, s'il vous plaît. Alors, une petite présentation de l'IHET. Alors, l'IHET est créé en 1998 par un groupe universitaire. C'est spécialisé dans l'enseignement de sciences de gestion. Alors, au niveau de gestion, économie, droit, informatique, ingénierie. Alors, fait partie aussi des réseaux des instituts privés de haute études implantés dans plusieurs pays en Europe et en Afrique. Alors, en Tunisie, nous avons 3 points, IHE Mutuelleville, IHE Kram, et nous avons aussi Assous et Asfax. Alors, quelques chiffres. Nous avons 9 instituts, aux alentours de 4250 étudiants. Nous avons 12 licences, 16 masters, 3 DBA, 6 MBA. Et voilà, nous avons... Alors, partenaire avec lesquels. Alors, aussi, les licences que nous avons au niveau de sciences de gestion, nous avons finance, marketing, management, comptabilité. Au niveau de l'économie, monnaie, finance, banque, assurance, commerce et finance internationale. Alors, au niveau de droit, droit privé et public, et aussi au niveau de l'informatique. Alors, les masters, nous avons aux alentours de 16 masters. Alors, au niveau de finance, l'ingénierie financière, nous avons la commission digitale. Alors, les plus connus aussi au niveau de management de la santé et des produits pharmaceutiques. Nous avons aussi management des affaires, stratégie. Alors, nous avons aussi au niveau de l'informatique, au niveau de droit et au niveau de la comptabilité, la plus connue, c'est en CCA, comptabilité CCA. Donc, en partenariat avec IAE Lyon. Alors, nous avons des formations continues, exécutif MBA, entreprise, banque, finance, en partenariat avec IAE Paris. Au niveau de la santé aussi, et nous avons des certifications. Et demain, jeudi 21 mai, il y aura une petite démonstration, une petite présentation par Monsieur Hichem Enouari. Il va présenter les certifs que nous possédons à l'IHE. Alors, pour tout ce qui est la vie des étudiants, ici, nous avons un incubateur IHE. Donc, l'étudiant, il peut, à partir d'une idée, 5 idées, avoir un projet à la fin. Il va suivre un cycle de formation de design thinking, business model, business plan, public speaking aussi. Et après, il y aura un petit concours, il y aura un projet à la fin. Nous avons des clubs, des 11 clubs, donc ça aide beaucoup au niveau de développement des savoir-être des étudiants. Alors, nous avons aussi école numérique à distance. Nous avons une plateforme au cours, de cours en ligne, JP.
Donc, IHET continue à servir ses étudiants une continuité pédagogique et par là, création d'un environnement numérique accessible à tous les étudiants et les enseignants. Et grâce à cette plateforme, nous avons pu donc terminer notre programme cette année. Et nous sommes en période de révision. Et je remercie mes étudiants, je remercie les étudiants de l'IHET, je remercie vivement les enseignants, car c'est une nouvelle méthode pédagogique, donc il y a beaucoup d'innovations, de création pour enseigner en ligne. Alors voilà, donc c'est un lieu d'avenir, l'IHE. Alors, je vous rappelle qu'il y a l'ouverture des inscriptions en ligne 2020-2021. Alors, vous pouvez soit par ligne www.ihet.ens.tn ou bien par téléphone. Vous pouvez nous contacter par téléphone. Merci. Alors, permettez-moi, je reviens donc par l'écran. Voilà, je suis là. Alors, monsieur, donc je vous rappelle que nous avons donc le thème d'aujourd'hui de la pandémie donc à l'environnement des affaires et de l'investissement. Comment rebondir? Alors, comment faire pour naviguer en pleine tempête? Donc, au niveau de crise sanitaire, au niveau du marché des marchés des matières premières, nous avons une crise aussi au niveau de l'économie et sociale, au niveau de une crise humanitaire. Donc, comment rebondir, monsieur? Comment on va vivre dans cette crise et comment on peut en sortir? Donc, je cède la parole donc à monsieur Tal Almi en premier lieu et après donc à monsieur Boubacar El-Mehri. Oui, bonjour. C'est à vous, monsieur Tal Almi. Bonjour. Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous traitons de l'environnement de l'entreprise dans le cadre d'une dépression économique causée par la pandémie et confinement économique et social. Comment aujourd'hui on se retrouve? Aujourd'hui, les patrons tunisiens s'inquiètent de la dégradation de l'environnement des affaires. 10 ans de transition, plus la pandémie, c'est la dépression économique. On parle de récession. La récession, on avance, mais très lentement, de plus en plus lentement. Mais la dépression, c'est une marche arrière, on recule. Les années de transition se sont caractérisées par une stagflation matérialisée par une situation économique dans un contexte financier très contraignant par le double déficit croissant public et extérieur. La croissance était très faible, le chômage est très élevé, l'inflation est élevée. Et surtout, la chose la plus importante, avant la pandémie, c'est-à-dire en 2018-2019, la capacité de production excédentaire était de l'ordre de 60 à 70% selon les secteurs et les branches. Avec la pandémie, c'est la dépression avec son lot de malaise social. La chose est sûre, la relance de l'économie tunisienne ne peut se faire que par l'investissement productif, créateur de richesses réelles et par le dopage des exportations. C'est-à-dire que c'est l'entreprise tunisienne, publique et privée, qui est au cœur de la relance. Il s'agit en fait d'un dosage de la politique budgétaire et fiscale d'une part, c'est-à-dire de la part des gouvernants qui sont à la Kasbah, et de politique monétaire et financière, ça c'est du ressort de la Banque centrale. La politique de sortie de crise devrait à la fois cibler l'entreprise, publique et privée, dans la mesure où c'est l'entreprise qui investit, c'est l'entreprise qui emploie, c'est l'entreprise qui produit, qui distribue des revenus et qui paye des impôts.
et les ménages, dans la mesure où ils constituent la colonne vertébrale de la demande sociale que les entreprises sont en devoir de satisfaire, doivent le faire dans les meilleures conditions. Dans le contexte actuel, il s'agit, sur le plan budgétaire et fiscal, d'accroître les dépenses publiques, c'est-à-dire les investissements publics d'infrastructures, des routes, les autoroutes, les hôpitaux, les écoles, de réduire le taux d'imposition directe des entreprises et des ménages pour leur permettre, pour permettre aux entreprises de disposer d'un volet financier permettant l'investissement, réduire aussi la fiscalité des ménages pour que les revenus disponibles des ménages s'accroissent, qu'ils dopent un peu la consommation et surtout l'épargne. Et aussi, il faut réduire aussi les impôts indirects, la TVA. Bien sûr, il faut aussi, et c'est très important, d'accroître les transferts sociaux au profit des ménages nécessiteux. Sur le plan financier et sur le plan monétaire, il s'agira de réduire encore les taux de l'intérêt et d'accroître les rallonges de refinancement. Sur le plan financier, il faudra redynamiser le marché financier et créer des instruments financiers assimilables au profit des entreprises, au profit des banques, au niveau des particuliers. Or, pour que tout ceci fonctionne, pour que l'entreprise qui est au cœur du système assume son rôle incontournable de moteur de la relance de l'activité et de l'emploi productif, il faudrait qu'elle puisse aujourd'hui, en pleine dépression, se mouvoir dans un climat des affaires propice. Les entreprises tunisiennes constatent la décadence de l'environnement des affaires déjà bien avant la pandémie. Alors maintenant, c'est encore pire. La corrélation grandissante entre la faible croissance et leur activité, certaines entreprises sont à l'arrêt total. Tout le monde est au courant de la paupérisation relative du tissu économique tunisien et celle de l'emploi productif. Tout le monde s'inquiète. De quoi? De la dégradation des relations entre la sphère politique et l'entreprise. Maintenant, c'est la crise sanitaire et la dépression économique qui en découlent. De fait, l'entreprise se sent délaissée par les pouvoirs publics. Ce sentiment est plus fort au niveau de l'opinion publique. Nous avons sollicité Dr Boubacar Meridi, qui est un financier connu du monde académique et aujourd'hui il est le directeur général de Délices Danone, de tout le groupe, pour nous expliquer d'une manière pédagogique qu'il connaît, maîtrise les tenants et les aboutissants de la situation dans laquelle se trouve la Tunisie en général et l'entreprise tunisienne en particulier. Boubacar, à toi. Merci, Sitar. Merci pour l'IHET pour cette invitation. À mes collègues Selma et Tahar, donc encore une fois merci parce que ça me permet de me remettre un tout petit peu, de revenir justement à mon métier que j'aime beaucoup. C'est vrai que je ne suis pas, lorsque je pense, je suis toujours un enseignant. J'ai jamais, donc même si j'exerce dans l'entreprise. Il est évident
Donc, je veux parler aujourd'hui de la pandémie et l'entreprise. Et justement, je ne veux pas parler de l'impact économique. Tahar, il a bien exposé, il y a eu pas mal de présentations. Et lorsque je veux parler de l'entreprise, il faut faire attention, je ne veux pas parler de l'entreprise de manière générale, parce qu'effectivement, ça dépend des secteurs, ça dépend des catégories, mais je vais essayer quand même de situer la situation. C'est vrai que j'ai mis en rouge 4 crises, parce que, et là, justement, j'ai utilisé un support parce que je considère que, étant donné que je ne peux pas être physiquement présent, il faut qu'on anime un tout petit peu et pour que, justement, ceux qui m'écoutent puissent me suivre. J'ai mis 4 crises parce que la crise sanitaire, elle a entraîné réellement 3 autres crises. Une crise sanitaire, une crise économique et sociale. Et là, je ne veux pas quand même donc, creuser là-dessus. Donc, il s'agit d'une récession économique mondiale. Le FMI dit que le Fonds monétaire international stipule que le PIB mondial chutera de 3%. On parle de 22 millions de chômeurs. Aucun continent n'est épargné. Il est évident que comme nous sommes des entreprises, nous intéressons aussi à la perturbation de marché. Vous savez, donc, c'est ce qui se passe donc, au niveau du marché laitier, au marché justement de produits pétroliers, donc de matières plastiques. Donc, il y a une perturbation totale suite à l'excédent des stocks et suite à l'arrêt de certaines industries, de la plupart des industries. Et il est évident, effectivement, que cette crise-là, elle va entraîner une crise humanitaire à l'horizon, et notamment en Afrique et en Inde. Pour répondre à la question, effectivement, et suite à l'invitation de l'IHET, ils m'ont dit de parler de la pandémie et l'entreprise. Comment nous allons rebondir? Et effectivement, comme je disais, il y a 2 catégories. Il y a 2 catégories de situations. Il y a des situations où il y a des secteurs qui sont à l'arrêt totalement. Et la relance économique, elle est différée. Et là, on peut avoir une courbe en L, différée dans le temps. Lorsque je parle du secteur touristique, dans le temps, les experts parlent de la relance, surtout pour la Tunisie, de mars 2021. Mais aussi, je veux parler beaucoup plus, et là peut-être je répondrai aux questions s'il y a s'il y en a. Je veux parler beaucoup plus de la relance économique immédiate, c'est-à-dire la crise et hop, comment nous allons repartir. Donc, une chose est certaine, c'est que demain ne serait jamais le même. Donc, demain, ce sera autre chose. Demain, c'est un flou total. Demain, c'est la tempête. Comment nous allons naviguer? Voilà la question. Donc, les moteurs de croissance sont touchés, les industries donc, entières sont en arrêt, l'automobile, le tourisme. Donc, bien sûr, la reprise de l'inflation qui va entraîner, bien sûr, donc, une pression fiscale. Donc, parce que les États doivent aussi avoir à financer leur budget. Les consommateurs, maintenant, ils sont pessimistes, prudents, exigeants, avec de nouvelles habitudes. Donc, du moins, il y a une transformation, et vous allez le constater, je vais le démontrer plus tard, il y a une transformation profonde des habitudes de consommation. Alors, pour le plan de l'intervention, je vais parler de 4 points. Et là, rapidement. Donc, le premier point, c'est la continuité du business. Parce que, suivant, donc, dès qu'on a eu ce choc, dès qu'on a eu cette crise, donc on l'a ressenti, ben, la première des choses, comment rebondir, comment justement maintenir le business. Ensuite, on doit arrêter quels sont les plans de crise. Une fois que justement on a arrêté ces plans-là, le jour d'après, mais surtout à long terme, comment s'y mettre pour justement donc naviguer calmement par la suite. Alors, pour aborder le premier point, là, et justement, je parle d'une expérience, mais je parle aussi de la réaction, donc la réponse, qui devra être efficace, efficiente face à une crise. Et bien justement, la première des choses, c'est l'implémentation des plans de continuité du business. Ça, c'est fondamental. Suivant qu'on a un site ou plusieurs sites, suivant qu'on est petit ou bien loin, et là, je dois préciser que je parle beaucoup plus
des industries de consommation, je parle de l'alimentaire, je parle des détergents, je parle d'une manière des industries qui ont continué à travailler, à fonctionner. Et là, justement, donc, je ne parle pas des secteurs qui ont été carrément arrêtés. Là, c'est autre chose. Il est vrai que ça n'a pas été facile de ressentir cette pandémie dès que, dans le moment où on a annoncé les mesures de confinement, parce que, justement, la perception, elle est très difficile. Lorsqu'on a surtout une grande population qui travaille, on a des ouvriers, on a des cadres, il fallait d'abord garantir la sécurité des employés et des collaborateurs. Et là, il faut mettre tous les moyens, je dis bien tous les moyens, donc à savoir les moyens de communication qui sont très importants, les moyens de sécurité, c'est-à-dire mettre à disposition tous les gels, justement, donc tout ce qui est les masques, les mesures de distanciation, justement, alléger les usines, donc carrément, donc, et là, effectivement, donc, mettre carrément des procédures de travail vraiment très strictes parce que le moindre problème, il va arrêter tout le site. Et là, ça n'a pas été facile. Et surtout, donc, on a travaillé donc, donc, on a essayé d'alléger les usines. On a mis tout le cadre en télétravail. Et là, pour parler de télétravail, c'est amusant parce que je me rappelle qu'il y a 6 mois, mes collaborateurs ils viennent me parler justement de ces notions, de Teams et justement de ces outils-là qu'on est en train d'utiliser. Ben justement, j'ai pas accroché au départ. C'est vrai, donc, et j'ai pas vu vraiment la nécessité, donc, à l'époque, parce que on apprécie beaucoup plus le contact des usines. Mais là, dès le moment où, effectivement, cette pandémie, donc, a surgi, et ben, justement, donc, je dois saluer tous les cadres parce que on a un temps record, on a mis, pratiquement tous les cadres et tout le personnel administratif en télétravail chez eux pour pouvoir justement alléger les usines et pour éviter justement la moindre contamination. Ça, c'est aussi un atout fondamental. Et là, c'est une autre méthode de travail parce que le télétravail et le workshop, c'est une autre manière. Ça traduit ce qu'on appelle le stronger together. Lorsqu'on est mieux. Là, cela veut dire que le télétravail, c'est en quelque sorte, c'est travailler en famille. C'est-à-dire permettre aux équipes justement de rentrer à n'importe quel moment et justement d'appeler à n'importe quel moment pour des réunions et là pour effectivement résoudre nos problèmes et pour réussir ensemble. Et effectivement, donc là, un autre point fondamental, assurer surtout la logistique et la production. Cela veut dire parce que la logistique, là, donc il faut assurer tous les moyens et toutes les sources d'approvisionnement en matières premières, le transport du personnel, tout cela nécessite justement donc un travail laborieux, donc une communication très importante, mais aussi donc là, bien entendu, suivant les entreprises, parce qu'effectivement, les ouvriers devant cette pandémie, ils vont avoir peur. Donc, je dis que la communication, elle est capitale, mais aussi, il faut instaurer même des primes pour ceux qui s'exposent à ce risque, pour justement les encourager à travailler, parce qu'effectivement, suivant qu'on travaille dans des secteurs de sécurité alimentaire, parce qu'on doit approvisionner, parce qu'on doit continuer à travailler, parce qu'effectivement, comme les médecins, eh bien, justement, les entreprises eux aussi doivent, surtout dans l'alimentaire ou bien dans les détergents, ils doivent continuer à fonctionner. Donc là, il faut trouver les moyens pour motiver et pour justement donc ne pas être donc en face des absences qui risquent justement de bloquer la production. Donc là, je dis bien ce que effectivement, il faut toujours avoir à côté des équipes carrément en garde parce qu'effectivement, pour le risque de la moindre contamination au niveau d'une équipe, eh ben justement, il faudrait donc mettre toute cette équipe-là en confinement et faire appel à l'équipe de réserve pour maintenir cette production. Je pense que ça, c'est important. Là, c'est déjà pour comment rebondir. Donc, si j'aborde maintenant le deuxième volet, et maintenant, une fois qu'on a maintenu la production, une fois qu'on a maintenu donc carrément les procédures et qu'on a maintenu sur le plan de communication interne, et on a mis des veilles justement pour regarder s'il y a
des problèmes ou bien des contaminations quelconques, ou bien un ouvrier il a été touché, ou bien donc il a été approché par quelqu'un qui a voyagé ou pas, et bien justement, donc on peut aborder carrément les plans de crise. C'est la deuxième étape de mon intervention. Et là, effectivement, là, il s'agit vraiment du business. Aujourd'hui, on doit regarder dans notre portefeuille quels sont les circuits qui vont marcher. C'est vrai qu'aujourd'hui, quelles sont les priorités? Aujourd'hui, le consommateur, eh ben, il va consommer de produits basiques. Il a besoin de manger. Donc, bien entendu, il va falloir maintenant allouer davantage d'efforts et de ressources sur les circuits gagnants et sur carrément le basique. Je parle, et donc essayer quand même de minimiser les pertes. Donc, bien sûr, il faut dépenser pour la sécurité, mais minimiser en même temps les pertes. Donc, et là, j'ai dit pas d'obstination déraisonnable. Optimiser le coût, carrément, parce qu'effectivement, on va être face à des dépenses qui sont imprévues, mais il faut le faire, mais quand même, il faut être quand même vigilant à ce niveau-là. Justement, toujours à ce niveau-là, il faut favoriser bien sûr les marques gagnantes, les produits qui vont marcher, réduire bien sûr ceux qui ne marchent pas, et donc et par conséquent, si on a des charges fixes, travailler sur ces charges fixes, et bien sûr, allouer les ressources sur les projets promoteurs. Si je dois, donc la troisième partie, quelle est la solution maintenant? Une fois qu'on a maintenant misé sur les produits gagnants, sur les ressources gagnantes, sur donc les SKU gagnants, quelle est la solution? Eh bien justement, il faudrait maintenant, parce que la crise, elle va entraîner carrément, comme l'avait dit Sitar et comme le disaient les experts, il y a du chômage, il y a un approvisionnement, et n'oubliez pas qu'en Tunisie, on était déjà à la veille de la pandémie, on était déjà en crise, déjà on était en face d'un consommateur qui est appauvri. Donc il va falloir maintenant avec cette pandémie repenser l'offre, créer justement, parce que même le consommateur après cette pandémie, il réfléchit autrement. D'abord, il pense à des produits de santé, donc il veut peut-être consommer chez lui. Le consommateur, donc il veut justement que le produit vienne chez lui. Donc là, il faudrait réfléchir justement à ce nouveau comportement. Donc on repense l'offre. Pensez davantage à des produits compétitifs, parce qu'effectivement, qu'on le veuille ou non, on va penser prix et vous allez voir que les prochains jours et justement donc les prochaines années, eh ben justement donc la bourse du consommateur elle va être très touchée. Donc il va falloir donc aller dans les produits accessibles. Et là, il faut être plus agile dans l'exécution. Agile dans l'exécution et vous allez voir que donc l'agilité, on en a parlé, on en parle depuis certain temps. L'agilité, donc surtout que au niveau de l'industrie 4.0, au niveau de lean manufacturing, au niveau de TPM, au niveau de la productivité. L'agilité, elle intervient même dans les services aujourd'hui, le zéro papier, tout ce qui est justement le digital, les ventes en ligne. Donc tout cela, bien entendu, il faut être agile. Et là, effectivement, tout d'un coup, vous avez vu, avec la pandémie, la renaissance des startups, la renaissance justement donc de la vente en ligne. Pas mal donc. Et là, on a trouvé donc, on sait ces startups, on a trouvé des solutions pour pouvoir accéder et pour arriver justement donc aux consommateurs. Vient maintenant donc comment s'y mettre. Le quatrième point. Comment nous allons naviguer? Bien entendu, il y a 4 axes à ce niveau-là. Comment justement donc protéger et augmenter ses ventes? Donc il faut d'abord la même chose, comment protéger et augmenter les ventes. Réduire les charges d'exploitation, réduire les charges de structure et surtout travailler autrement. Je vais donc bien sûr donc au niveau de chaque axe, il va y avoir justement des leaders. On va mettre des leaders. Donc, bien entendu, il va y avoir un pilote à ce niveau-là, mais on va mettre des leaders au niveau de chaque axe.
et justement donc pour pouvoir suivre et pour assurer cette coordination. Je vais commencer donc par le premier axe, c'est-à-dire protéger. Je ne veux pas dire augmenter les ventes. Je dirais peut-être plus donc protéger les ventes, parce que quand même l'entreprise, donc face à ces problèmes-là, elle doit maintenir son business, elle doit aussi subsister. Alors là, bien entendu, il faut créer des offres gagnantes, comme on avait dit. Il faudrait repenser donc l'offre. Il faudrait justement, si on a des produits donc vraiment basiques ou bien accessibles, il faut vraiment les développer. Nous avons dit qu'il faudrait aussi minimiser et limiter les offres justement donc qui sont qui ne peuvent pas marcher donc avec justement des prix qui sont peut-être relativement élevés, et justement miser sur des portefeuilles de produits prioritaires. Donc par la suite, il faudrait carrément agir sur les coûts et sur la performance industrielle. Et là, effectivement, ça dépend des contextes, ça dépend des entreprises, suivant qu'on a commencé justement toutes ces technologies. Est-ce que le Lean, justement le TPM, est-ce qu'aujourd'hui on est en mesure de faire justement sous-traiter, parce que justement donc cela donc stipule qu'on doit aussi alléger même donc les investissements. Là, il y a des méthodes carrément. Il faudrait avancer sur la productivité des sites. Il faut avancer sur justement donc la réduction justement des. Moi je dis c'est la chasse aux dépenses inutiles, la chasse au gaspillage. C'est ça ce qui va nous permettre effectivement, devant la stabilisation ou bien la diminution des ventes, de maintenir quand même donc de la rentabilité et des possibilités de croissance. Ça, ce sont des volets très importants. C'est du domaine, donc on a introduit ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle. Donc tous ces éléments-là, donc et surtout suivre les coûts contrôlables. La performance donc industrielle, elle touche également les charges de structure. La première des choses qu'on a faites, justement, c'est arrêter les investissements. Arrêter les investissements, surtout à long terme. Donc là, bien sûr, et du moins les investissements, donc qui, je dis pas qu'ils sont inutiles, mais carrément le temps qu'on voit plus clair. Donc alléger ces investissements, ça va nous permettre bien sûr d'alléger nos charges fixes et justement essayer quand même d'allier ou bien justement de contrôler nos coûts par rapport justement donc au budget. Je viens justement au dernier point, et effectivement, comment justement donc faire pour naviguer en pleine tempête? Eh bien justement, tout simplement, la pandémie nous a appris à travailler autrement. La pandémie nous a appris à consommer différemment. La pandémie nous a appris à travailler autrement, à travailler chez soi, à effectivement avoir même un comportement différent par rapport au cadre, par rapport au personnel. Donc, et comme je l'indique, il y a des nouvelles méthodes de travail, bien sûr, à lesquelles nous devrions nous habituer, et justement, et qui sont l'avenir. Et même après la pandémie, je ne pense pas qu'on va maintenant laisser tomber le workshop et le télétravail. Donc, la pandémie nous a appris effectivement à donner beaucoup plus de l'importance et accorder davantage de l'importance au digital, justement, donc à tout ce qui est nouvelles technologies, pour être plus rapide, pour être plus concentré, pour être donc plus connecté et justement plus efficient. Je me permets de dire la chose suivante, c'est que la pandémie peut aussi être justement une source, donc parce que la crise peut être une source justement d'opportunités. Tout simplement, il faut trouver des solutions. J'ai parlé peut-être des secteurs justement qui ont pu se maintenir, à savoir l'alimentaire, à savoir les détergents, à savoir les nouvelles technologies. Il est vrai qu'on pourrait me poser la question, qu'en est-il des hôtels? Qu'en est-il justement des secteurs de l'hôtel, du textile?
eh ben, vous avez vu le textile, il a pu rebondir donc à travers justement donc, la confection de masques et peut-être autre chose. Il ne faut pas, moi je pense qu'il faudrait trouver une solution. Il faudrait carrément rapprocher les équipes. Il faudrait donc, je dis tout le temps le terme, donc, et là qu'on répète tout le temps, donc même au niveau de nos groupes, stronger together. On est donc, et là je finis, bien sûr, je me rappelle lorsque, donc il y a très longtemps, pour naviguer et faire face à la tempête, eh ben justement, un petit bateau peut résister à la tempête. Un gros bateau, eh ben, il va couler. Eh ben, il faut être très léger. C'est ça le lean. Il faut être très léger, effectivement. Il ne faut pas que nos structures soient très lourdes. Et là, je fais allusion parce que il ne faut pas investir à fond. C'est du domaine de l'industrie 4.0, carrément. Si on pourrait aujourd'hui mutualiser même, donc au niveau de l'investissement, au niveau de la production, je voudrais finir par une conclusion. La pandémie nous a appris beaucoup de choses. Elle nous a justement donc nous a versé dans le cœur de ce qu'on appelle l'économie solidaire, ce qui explique effectivement la réponse à l'invitation de l'UHET. Je pense qu'aujourd'hui, si je parle de mon cas, de notre cas, d'échanger les idées, c'est très important. Lorsque j'échange une idée avec quelqu'un, ben, on peut repartir avec 2 idées. Mais lorsqu'on échange 2 pommes, chacun il va repartir une pomme. Voilà l'objectif et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, s'il y en a. Je sais qu'il y a des étudiants qui me suivent, des collègues qui me suivent, et je suis très enchanté quand même de les retrouver, et je suis quand même très content d'être parmi vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, c'est Boubacar. Merci beaucoup. Oui, tfadal, Sitar. Oui, c'est très bien. Boubacar, c'était clair, comme d'habitude d'ailleurs. On se connaît quand même depuis pas mal de temps. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir. Il est évident, et tu l'as bien expliqué, comment l'entreprise peut gérer la crise du dedans. Or, le problème, Boubacar, le gros problème, c'est que l'entreprise, elle est confinée dans un contexte général tunisien. La Tunisie aussi, qui est elle-même confinée dans un contexte international. Et la pandémie, elle est mondiale. D'ailleurs, la définition de la pandémie, c'est la généralisation de la crise. Pour ce qui nous concerne, nous, en Tunisie, quels seraient les points forts sur lesquels l'État, les pouvoirs publics, c'est-à-dire le Kasbah, et la Banque centrale, ils mettent le doigt dessus pour permettre à l'entreprise de se retrouver, de pouvoir rebondir pour que plus tard, c'est-à-dire 2021, 2022, etc., l'entreprise se relance et la Tunisie aussi. Voilà. Bien sûr, il y a le problème des approvisionnements, le problème des ressources humaines, etc. Il y a la fiscalité, il y a la demande, il y a la politique budgétaire, fiscale, monétaire, les taux d'intérêt, les charges fiscales, les charges d'intérêt financier, etc. Et comment tu vois la chose? Oui, en tant que dirigeant. Tahar, effectivement, moi j'ai voulu éviter justement ce créneau-là. Bien sûr. Non, mais tout à fait, parce que vous savez que je suis en même temps, je suis le président du syndicat des industries laitières et je suis le président du groupement des viandes et du lait.
Et je vis pratiquement chaque semaine avec justement l'État pour défendre, bien sûr, les problèmes de la filière. Moi, justement, le premier enseignement que je dis, nous sommes, il faut être clair là-dessus. L'État n'a pas d'argent. L'État ne peut pas nous donner constamment. Je veux parler. Il faut d'abord compter sur soi-même. Donc si on peut le faire, donc il faut compter sur soi-même. Aujourd'hui, l'État ne va pas vous apprendre à réfléchir autrement, à travailler autrement. L'État ne va pas vous aider à implanter le lean. L'État ne va pas vous... Donc non. D'abord, justement, essayons de soigner chez soi d'abord. Ensuite, bien entendu, nous dépendons d'un environnement économique qui est... Donc, bien sûr, j'ai parlé du consommateur. Moi, je m'intéresse au consommateur parce que lorsqu'il y a du monde qui va mettre en chômage, eh ben, ce chômeur-là, il va être mon consommateur. Donc là, je vais être affecté. La fiscalité, en même temps, effectivement, pour la relance de l'investissement, c'est très important. La pression, donc, bien entendu, ça également. La Banque centrale, avec le TMM maintenant, qui est mis justement à 6,75 maintenant, donc il était de 7,8, il est à 6,75 maintenant. Mais c'est énorme. Donc là, bien entendu, ce qu'on a fait maintenant, c'est on a ouvert, du moins pour les entreprises qui peuvent accéder donc aux banques, parce qu'effectivement, j'ai pas parlé maintenant, parce qu'aujourd'hui, il va falloir pour l'entreprise qui doit se maintenir, elle doit aussi discuter avec les partenaires économiques, avec les clients et les fournisseurs, renégocier tout, renégocier le contrat avec le fournisseur, alléger parce que effectivement, si ce fournisseur-là, il doit continuer à travailler avec moi, il doit justement me réduire les coûts parce que on doit tous nous maintenir, renégocier nos contrats de communication, retravailler avec les startups pour alléger le coût. Donc là, carrément, voilà le nouveau modèle. Mais maintenant, bien entendu, l'État, aujourd'hui, d'après ce que je vois, d'après ce que je suis en train de... j'ai rencontré les ministres des Finances, de l'Agriculture, justement du Commerce. Franchement, donc, on ne trouve pas de solution. Donc là, à part ce qu'on a fait, donc, c'est vrai que c'est difficile, on s'inquiète beaucoup, mais effectivement, donc, je pense que là, c'est un volet important. Regardez ce qu'on a fait en France, regardez ce qu'on a fait aux États-Unis, regardez ce qu'on a donc, même justement au Maroc. Voilà donc les avantages qu'on a accordés. Donc, et là, les plans de relance qui ont été faits. Mais franchement, sur ce terrain-là, je pense qu'aujourd'hui, si on doit être sauvé, on doit carrément compter sur soi-même. Soi-même, donc carrément par... Donc... Boubacar, tu es d'accord avec moi pour dire, et je suis d'accord avec toi pour dire, aide-toi, l'État. Oui. Oui, tout à fait. Il faut commencer à balayer dans sa maison et tout à fait. De côté tout ce qui est facteur de gaspillage, de perte de temps, etc., pour permettre à l'entreprise de disposer d'un volet de compétitivité supplémentaire pour pouvoir rebondir. Donc, à ce moment-là, l'État pourra, et même l'entreprise, elle pourra dire à l'État, voilà ce que j'ai fait. Hein, maintenant, donne-moi un coup de main via la fiscalité, via pas mal de choses, peut-être des subventions, ou des trucs comme ça, ou peut-être la Banque centrale. Hein, et notre ami Manuel Abbès, qui est notre collègue aussi, qui est gouverneur de la Banque centrale, est très sensible à ce type de raisonnement, à savoir, aide-toi l'État, c'est-à-dire y compris la Banque centrale, là, entre parenthèses, hein, t'aidera. Ben, je suis très content que ces choses soient clairement dites d'une manière explicite et très simple. Salma, c'est à toi. Oui. Alors, nous avons une question de Madame Feriel. Oui, Feriel, bonjour. Donc là, c'est elle qui réagit la première. Donc là,
Elle dit que les entreprises qui avaient des profils d'endettement déjà tendus avant la crise sont indéniablement en danger. Tout à fait. Tout à fait. Même si l'État, si la Banque centrale, ils ont quand même donné de fonds de garantie pour donner davantage de crédit à ces entreprises-là. Et là, justement, donc, au niveau des banques, il y a des plans de relance économique. Et là, je ne vous cache pas qu'effectivement, les banquiers sont en train de venir et regarder avec les entreprises. Mais justement, ces crédits-là ne sont pas toujours gratuits. Il y a des plans de relance. Et heureusement qu'il y en a quand même, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas garantir la croissance sans investissement, sans des plans de relance. Je pense que c'est ça le rôle de l'État. C'est effectivement, c'est de mettre des fonds de garantie. La gratuité, non. Moi, je suis contre la gratuité. Je suis pour, justement, donc, bien sûr, alléger les charges. Donc là, les mesures qui ont été prises sont à la hauteur, justement, d'un petit pays comme la Tunisie. Mais je pense qu'effectivement, que la manne au niveau des banques, je considère qu'il y a des possibilités. Bien sûr, ça dépend des secteurs. Donc, ça dépend des secteurs. Mais je pense, et là, je suis sûr et certain, et je connais des cas, que les banques sont devenues plus souples ces derniers temps. Et vous allez voir, vous allez le remarquer, donc, l'année à venir, que là, ça va être répercuté sur les comptes des banques. Là, donc, on n'aura plus des banques qui gagnent beaucoup d'argent. Donc, les banques, effectivement, vont amortir ce choc-là, parce qu'il y aura des faillites, il y aura justement des arrêts d'activité, il y aura d'arrêts, justement, des règlements d'emprunt, et effectivement, c'est les banques qui vont payer. Il y a des risques, bien entendu. Mais, je répète encore une fois, face à une pandémie, il faudrait que tout le monde paye. Donc là, tout le monde paye. Il faut se partager justement. Donc là, et bien entendu, il y a ce fonds 18-18. Non, moi, même au niveau du règlement, lorsque donc tout le monde doit payer et chacun de sa part, les banques, les entreprises, etc., pour justement redémarrer par la suite. Parce qu'effectivement, il va y avoir un choc. Même le consommateur, il va. Donc, les mesures d'austérité doivent avoir lieu même, donc, soit au niveau du pays, soit au niveau de l'entreprise, mais d'une manière globale. Et justement, il y aura des séquelles. Et justement, l'idéal, c'est que ces séquelles-là doivent être partagées et réparties sur toutes les couches sociales et économiques. Voilà. Donc, il y a une stratégie de survie. J'ai vu même chez des banques, il y a carrément des produits qui sont dédiés à la pandémie. Justement, donc, et là, je ne vais pas citer les banques pour ne pas faire de la publicité, mais carrément qui sont dédiés pour ça. Donc, je pense que oui, parce que la banque, quel est le langage qu'elle doit avoir? C'est après tout être remboursé être remboursé. Mais pour être remboursé, il faut aussi quand même redresser justement ces entreprises-là, il faut les aider à se relancer. Et c'est un passage. Le problème, c'est que ce passage, cette fois-ci, avec la pandémie, il va être de moyenne durée. Mais c'est une occasion. Je dois dire aussi pour tous les opérateurs économiques, c'est une occasion pour repenser le modèle de transformation. Donc voilà. Et même, donc là, si je parle des hôtels, ceux qui vont payer le plus, ce sont eux qui ont investi énormément. Mais ceux qui vont peut-être s'en sortir, ceux qui n'ont pas investi, ceux qui ont allé dans la sous-traitance, dans le service, donc ça c'est le nouveau mode. Donc voilà, donc il va falloir maintenant trouver ces solutions. Je ne sais pas si j'ai répondu, Feriel. Oui, merci. Alors, juste il y a un commentaire, mais oui, je veux bien. C'est pas une question, voilà. Alors, Monsieur Ismail Issam, pardon. Alors, on travaille depuis des années sur la réduction des charges. Que peut-on réduire de plus? Oui, on peut réduire énormément de charges. On peut réduire énormément de charges, et là, des charges administratives jusqu'aux charges donc au niveau de l'industriel. Et là, bien entendu, et tout dépend suivant qu'on est une entreprise de service ou bien une entreprise donc industrielle. Lorsque je parle d'une entreprise de service, aujourd'hui, on parle le digital, c'est capital. On parle de zéro papier. Lorsque je dis le zéro papier, c'est à la fois la sécurité de l'information, mais aussi c'est les zéros, carrément, c'est le zéro exploitation. Réduction des charges, aujourd'hui, c'est la mutualisation. La mutualisation est chose qu'on n'a pas dans notre culture. Mutualiser les services, mutualiser les fonctions.
Donc, donc aujourd'hui, lorsque je parle de la réduction des charges, vous savez, je parle, d'ailleurs justement, lorsqu'on parle de l'industrie 4.0, les grands noms maintenant, les multinationales aujourd'hui, même dans l'alimentaire et dans le détergent, ils n'ont plus d'usines, ils n'investissent plus dans les usines. Au contraire, ils investissent dans justement ce qu'on appelle dans les produits, dans la recherche-développement. Et là, il y a des entreprises industrielles qui fabriquent pour la multinationale A, X et la multinationale Y en même temps. L'essentiel, vous me donnez votre formule. Et là, tout le monde est gagnant. D'abord, justement, celui qui fait l'industrie, eh ben, il a une grosse production, mais justement, celui qui a le prototype de produit, le brevet du produit, eh ben, il a un produit de bonne qualité, un produit bon. Donc, voilà, on a beaucoup à faire. Ça, c'est contre notre culture. Si on regarde le tissu industriel en Tunisie, et là, c'est vraiment, il y a trop de gaspillage dans toutes les industries. C'est-à-dire que là, pour un marché petit, aussi petit que la Tunisie, avec 11 millions d'habitants, si on prend l'industrie laitière, on va trouver une dizaine ou bien 11 sociétés. Si on va dans les détergents, donc, alors que réellement, une seule usine, elle peut produire justement pour toute la Tunisie, pour les 11 millions d'habitants. Et là, justement, vous pouvez avoir dedans eh ben, plusieurs entreprises qui peuvent concevoir des brevets ou bien justement des formules bien déterminées et tout le monde sort gagnant. Mais maintenant, investir, et là, vous savez, donc, si vous voyez donc, le nombre de faillites et justement les entreprises qui ne marchent pas, et moi, j'entends ça, c'est du gaspillage. Il y a énormément à faire. Et là, donc, sur justement, lorsque je parle du lean management aujourd'hui, c'est fondamental. Lorsque le 4.0, c'est l'excellence opérationnelle. Ça, c'est capital. Ça, c'est capital. Et vous allez voir que maintenant, les entreprises qui ne vont pas rentrer dans cette démarche, eh ben, ils vont couler. Ça, et là, les charges, il faut faire aussi bien les charges d'exploitation, mais aussi même les charges fixes. Réfléchir les investissements, faire attention aux investissements. D'accord. Donc, il y a une autre question. Donc, je vais mettre question de Madame Ferriel encore, notre collègue. Voilà. Oui, tout à fait. Bien sûr, on touche le fond et puis si on remonte, je suis d'accord. Bien entendu, effectivement, après chaque récession, ben, il y a des enseignements à tirer. C'est pour cette raison que là, donc, d'ailleurs, on dit au moment de crise, il faut investir. Il faut investir au moment de crise parce qu'il y aura tout le temps des opportunités. On rebondira. Regardez, ce n'est pas la première crise. Bon, celle-ci, elle était particulière, mais effectivement, toutes les crises qui ont lieu, donc après, eh bien sûr, il y a de la croissance. Et ceux qui vont aller le premier, ce sont eux qui vont profiter. Moi, j'ai conclu qu'effectivement, cette pandémie doit tracer le chemin vers des opportunités. Je pense que c'est une opportunité parce que ça va nous permettre à nous remettre en cause, à réfléchir. Donc, dire, tiens, et là, effectivement, on nous remet en cause, eh bien, justement, donc, parce qu'il y a de nouvelles voies, il y a de nouvelles opportunités. Et j'ai dit que demain ne sera plus comme avant. Donc là, il faut saisir les opportunités et le rebond économique, d'ailleurs même le Fonds monétaire. Donc il annonce en 2021 quand même, donc je pense pour la Tunisie, c'est à vous me corriger, ou bien en 2022, que la croissance, elle va être donc positive pour la Tunisie et pour la plupart des pays. En 2022, voilà, en 2022. Tout à fait. Et bien sûr, il faut prendre. Sinon, on arrête. Sinon, si on considère qu'après la pandémie, tout ça, donc le monde va s'arrêter. Non, il y a du génie. Et vous avez vu en Tunisie, la pandémie nous a permis quand même de voir le génie tunisien et le génie mondial. Et là, c'est important. Donc, et on a des capacités, on peut s'en sortir. Oui, Boubacar, tu as absolument raison. La pandémie nous a appris beaucoup de choses. Elle nous a appris d'abord qu'est-ce que c'est que la cohésion sociale. Je parle d'économie sociale solidaire, etc. C'est des choses que nous avons vécues avec. Nous militons, toi aussi d'ailleurs, aussi bien en France qu'ici, de la cohésion sociale. La pandémie nous a appris aussi, mais c'est peut-être pas encore diffus, c'est pas encore clair,
c'est que on doit communiquer. Nous devons communiquer et aller à la source initiale de l'information. Le chef d'entreprise, lui, a besoin d'informations claires, nettes, incontournables, initiales. Parce qu'il y a tellement de rumeurs. On voit des choses absolument incroyables qui sont colportées à droite et à gauche. On ne sait même plus où s'en sortir. Aussi bien sécuritaire que sanitaire, que économique et financière, etc. Hein? Il faut pouvoir communiquer, il faut aller à la source de l'information. La cohésion sociale est à ce niveau-là. Le troisième point aussi, c'est que en 2020, on va se retrouver en arrière. C'est-à-dire c'est la dépression. Et on doit essayer de rebondir. J'espère que le 4e trimestre 2020, les choses vont j'espère qu'elles vont aller mieux. C'est-à-dire qu'on va se retrouver pratiquement à zéro, comme en 2019 ou même 2018. Et c'est là que ça va relancer toute l'activité, etc. Ça va être en 2021, 2022. On va avoir, j'espère, bien sûr, c'est le virus qui commande. Hein. Oui. N'est-ce pas? Et nous allons avoir des chiffres positifs si nous prenons et nous gardons les réflexes appris au cours du confinement. Toujours est-il, c'est tard. Nous avons maintenant de nouveaux réflexes. Et justement, donc, il faut aller avec. Et là, effectivement, justement, vous avez fait, vous avez mis le doigt sur un point capital, l'économie solidaire. Ça, c'est la solidarité des Tunisiens, c'est la solidarité des équipes, c'est la solidarité des équipes au niveau de l'entreprise et des Tunisiens qui va nous donner cette opportunité, qui va nous permettre de survivre. Et sans cette solidarité, on ne peut pas justement arriver. Et cette solidarité, j'avais dit tout à l'heure, même à Feriel, elle doit être perçue même au niveau de paiement de la facture. On doit être solidaire dans le paiement de la facture. L'État, à elle seule, ne peut rien. Il ne faut rien attendre de l'État. Voilà, tout ça. L'État ne peut rien pour le moment et il faut être d'accord là-dessus. Et juste un point. L'entreprise, j'ai eu le bonheur et l'honneur de voir Vermo, c'est l'aide lui là. Et j'étais vraiment très heureux et très impressionné au cours d'une réunion. Il m'a pris par l'épaule et il m'a dit, tu sais, je vais te dire, l'entreprise c'est une famille. L'ouvrier passe plus de temps dans l'entreprise qu'à la maison. Et il faut avoir cet esprit de famille, il faut le perpétuer. Et la cohésion sociale se passe à partir de là. La cohésion sociale et la solidarité. Je dois répondre à une question. Merci. Parce que donc là, oui. Il y a donc Esma Daboussi qui a posé des questions. Vous avez parlé de l'économie solidaire. Quelles sont les caractéristiques de l'économie solidaire? Ben oui, c'est vrai que j'ai parlé de l'économie solidaire. En fait, on parlait auparavant justement donc de la responsabilité sociétale auparavant. Donc et là surtout oui. L'entreprise ne doit pas justement donc émettre davantage de CO2. L'entreprise doit faire attention à l'environnement. L'entreprise aujourd'hui, on parle davantage d'économie solidaire, c'est-à-dire qu'on doit aller très loin. C'est-à-dire que l'entreprise doit être autour de l'entourage. C'est-à-dire, dans notre cas, par exemple, au niveau de notre filière, et là, lorsque je parle de la filière lait, du moins,
eh ben justement, donc de l'amont à l'aval, et nous devrions aussi regarder dans quelle mesure nous devrions intégrer l'éleveur justement dans cette économie. Donc, c'est-à-dire que là, d'abord, lui créer davantage de rentabilité, s'en occuper pour qu'il travaille dans de bonnes conditions, s'occuper même de son entourage, donc en lui sollicitant des crédits, s'occuper justement même de l'entourage de l'entreprise, par justement donc par la construction des écoles, par la construction et là c'est important parce que cet éleveur-là, il est notre fournisseur et sa bonne santé, c'est notre bonne santé. Au niveau de l'entourage, effectivement, des usines, surtout lorsqu'on est on est présent dans des sites, lorsqu'on est à Sidi Bouzid ou bien on est à Boussel, etc., eh bien, il y a des villages et justement, nous allons recruter, justement, nous ouvrir nos cadres à ce niveau-là. Donc, nous devrions veiller à leur éducation. Nous devrions donc là, c'est notre rôle. Je disais qu'effectivement, l'économie solidaire, c'est effectivement s'en occuper et aller au-delà justement de l'entreprise, parce que tout ce qui touche l'environnement de l'entreprise, il affecte directement la rentabilité et la performance de l'entreprise, soit en compétences, soit justement en matières premières, et soit justement même donc en bien-être. Et le bien-être maintenant de l'environnement, c'est le bien-être de nos ouvriers. Donc, c'est pour cette raison que là, je ne vous cache pas ce que donc à l'intérieur de l'entreprise, il y a ce qu'on appelle le volet communication. À part le marketing, il y a le volet communication qui est capital. Et effectivement, il va falloir communiquer autour de cette économie solidaire parce que c'est une autre méthode de marketing aujourd'hui. Le consommateur, il est davantage sensible à ce volet-là. Donc, et c'est pour cette raison que donc on a beaucoup à faire dans ce créneau-là. Et je ne veux pas citer beaucoup d'exemples. D'ailleurs, je veux vous citer un exemple qui est récent. Inch'Allah, mais je ne veux pas annoncer de la publicité. Nous sommes en train de bâtir une usine actuellement, donc au pied de la montagne Jbel Mghil. Donc carrément, on est donc à Jelma, donc carrément en pleine campagne, en plein village, là où il n'y a pas d'école, là où il n'y a pas carrément il n'y a pas de route, là où il n'y a rien du tout. Et bien justement, on va implanter une usine. Et bien justement, quel est le rôle de la société? Eh bien, il faudrait s'occuper de l'école. Il faudrait s'occuper de la route. Il ne faut pas attendre l'État pour que l'État vienne justement vous faire ça. Non, parce que là, il a un impact direct pour la stabilité, pour la stabilité sociale, et même c'est un bon signal pour les ouvriers qui travaillent dans la région pour regarder dans quelle mesure, qu'est-ce qu'elle fait l'entreprise pour l'environnement. Voilà des exemples types de l'économie solidaire, et on a beaucoup des axes là-dessus, et je suis sûr que pas mal d'entreprises sont penchées là-dessus, et effectivement, on n'a pas... voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Oui, Tahir. Vous voulez... Oui, c'est Tahir. Est-ce qu'il y a encore des questions là? Oui, il y a une autre question. J'aurai à la fin de questions de poser une question à Boubacar. Oui, oui, je lui ai dit qu'aujourd'hui, il faudrait revoir justement le modèle donc face au nouveau comportement du consommateur. Donc, le consommateur maintenant, il utilise davantage le digital, les ventes en ligne. Donc, maintenant, on parle, je ne sais pas, du drive. Il y a même donc donc là, c'est de courants nouveaux. Donc, bien entendu, les canaux de distribution sont devenus différents. Donc, bien entendu, le langage aujourd'hui, eh ben, il est différent. Moi, ce que je recommande, ce que j'ai dit tout à l'heure, il est souhaitable de travailler davantage avec les startups, avec les nouveaux, donc avec justement donc toutes les entreprises de digital. C'est le digital c'est ça l'avenir, c'est ça l'avenir. Effectivement, ça c'est. D'ailleurs, on parle du marketing digital. Il y a même l'enseignement. On enseigne le marketing digital, je pense, à l'université. C'est ça le nouveau comportement du consommateur. Et j'avais dit en préface que le consommateur est devenu exigeant. Le consommateur, il veut maintenant davantage, il veut consommer chez lui parce qu'il a appris avec le confinement, c'est mieux, peut-être c'est plus rentable, c'est plus sain. Le consommateur, il veut des produits qui sont accessibles. Le consommateur, donc il a changé.
Et bien, effectivement, nous devrions donc changer aussi de modèle de communication et éviter justement donc les modèles classiques qui vont plus payer. Voilà. Donc voilà, c'est une réponse. Oui, Tahar? Oui, juste une question. Délice Danone en bourse. Ce n'était pas prévu. Je ne peux pas rater ça. Maintenant que je sais, alors. Délice Danone, vous savez que je ne veux pas faire de la publicité, c'est une valeur sûre. La société, c'est vrai que la valeur de l'action ne reflète en rien la performance de l'entreprise et vous avez regardé le résultat. Ce que j'aime dans ce groupe, ce que j'aime dans cette entreprise, c'est cette logique que je viens d'exposer. C'est cette logique d'économie solidaire. C'est cette culture justement de collaboration. C'est ce travail sympathique et ce travail donc qui est quand même agréable et des équipes agréables. C'est ça ce que Délice. Voilà, c'est ça le plus important. C'est effectivement lorsqu'on a cette culture, il n'y a pas de souci pour l'avenir. Lorsqu'on a cette culture, eh ben justement la valeur elle va performer et justement donc et ça va être reflété donc au niveau de la valeur boursière. Voilà ce que je dois dire pour le groupe Délice. C'est Tahar, il aime beaucoup la bourse là. Ah oui, en plus, elle est responsable de salle de marché à les acheter, donc. Salle de marché, etc. Enfin bref. Absolument. Bon, j'ai deux autres questions sur RSE, hein, d'accord. Oui. Donc encore Madame Feriel aussi et une autre question avec Simoaz Joud, Izeda. Oui, moi, oui. oui, oui. Voilà, donc. Oui, je commence par Simoaz. Oui, et là, il dit que pense-vous de l'Est dans les entreprises? Oui, il a raison. Et je sais à quoi il doit faire allusion. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Il y a énormément de choses à faire, mais il faudrait montrer la voie. Donc, je sais qu'il y a des entreprises qui s'exercent, mais il faut montrer la voie. Et vous allez voir maintenant, devant la faiblesse de l'État, c'est maintenant maintenant la relève, c'est l'entreprise. Et c'est justement, si nous n'allons pas faire ça, eh ben justement, personne ne va le faire. L'État ne pourrait plus justement donc répondre à pas mal de besoins. Et je pense que si les entreprises doivent être pérennes, si elles doivent donc être performantes, eh ben le RSE, il doit être l'axe stratégique le plus important. Il doit être mis en avant-garde. Et il a raison. Et je sais donc est-ce que c'est une utopie. Je lui dis c'est une utopie, mais il y a de la volonté, donc il le sait, donc il y a de la volonté de pas mal d'entreprises et pas mal de groupes. Et justement, la pandémie, elle nous a montré, sans l'économie solidaire, sans la solidarité des Tunisiens, on n'arrivera nulle part. Donc, une autre question de Madame Feriel, mais dans le même cadre, donc. Oui, elle parle d'innovation sociale. Tout à fait, bien sûr. L'innovation sociale, même aujourd'hui au niveau des DRH et au niveau des ressources. Donc, j'ai dit il va y avoir une transformation au niveau de nos méthodes de travail. Vous savez, aujourd'hui, avec le workshop, avec le télétravail, là, il faudrait moi, je pense qu'il faudrait amener des psychologues, justement, donc, parce qu'effectivement, pour essayer de diagnostiquer ces méthodes, donc, sur le comportement, donc, et quelles sont les influences de ces méthodes sur, justement, dans la performance de l'entreprise. Il ne faut pas balancer des méthodes, parce que vous savez aussi qu'il y a de la résistance au changement, qu'il y a qu'il y a quand même de l'innovation. Moi, je pense que c'est un chantier aussi qui est important et il va y avoir des changements profonds. Il va y avoir, même au niveau des spécialités, même au niveau des métiers. Donc, même au niveau de la communication, même au niveau de
de l'évolution de carrière. Je pense que tout à fait, c'est un chantier sur lequel nous sommes penchés et effectivement, je pense qu'il va y avoir des changements très profonds au niveau du comportement social. Très profond. Merci. Aussi bien, parce que j'ai dit que le consommateur, il va changer, mais aussi même l'employé, donc il va changer. Donc là, il va falloir effectivement trouver de nouveaux modèles. Et d'ailleurs même, donc, pour évaluer les équipes au niveau du télétravail, est-ce qu'ils sont en train de travailler ou pas? Est-ce qu'ils sont performants ou pas? Comment donc, quels sont les KPIs? Quels sont les critères de performance pour évaluer tel ou tel cadre? Donc là, il va falloir bien sûr trouver justement des grilles d'évaluation nouvelles et par conséquent justement établir de nouvelles chartes effectivement dans le comportement social au niveau de l'entreprise. Merci. Alors, une autre question par Madame Ayari Semia, notre collègue enseignante à l'IHET. Donc, cette question est purement fiscale. Hein. Je me retire parce que... Oui, elle a raison. Comment garantir justement les recettes fiscales? Oui, effectivement, avec les faillites des entreprises, avec cette pression fiscale, avec tout ce qui se passe, bien sûr, les recettes de l'État vont diminuer. Et il est vrai que là, on est, en tant qu'entreprise, en tant qu'acteur économique, on a des craintes à ce que l'État augmente, bien sûr, les impôts, à ce que l'État peut-être revienne sur des décisions qu'il a prises, qu'il a pris justement donc dans la loi de finances, je pense 2019, à savoir que l'IS il va devenir 13,5 pour les donc on a beaucoup de craintes là-dessus. On a beaucoup de craintes justement parce que moi je crois une chose, la fiscalité tue la fiscalité. La fiscalité, effectivement, la pression fiscale, elle va tuer les entreprises tunisiennes. Et la pression fiscale, donc, et justement, l'État, comment elle va avoir des ressources, justement, donc, si elle n'encourage pas la relance économique. Je pense que les États, s'ils ont mis beaucoup d'argent pour relancer les économies, c'est à travers la relance économique qu'on pourrait garantir des recettes donc, fiscales. Donc, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas avec la pression fiscale, parce que elle va encore tuer les entreprises. Il faudrait carrément aider à justement s'en sortir. Et je me rappelle, vous avez parlé de l'époque Hedi Nouira, à un certain moment, je rappelle les années 88, c'est tard, lorsqu'on était en face d'un problème donc économique, c'est carrément une crise économique. Et ben qu'est-ce qu'il a fait justement Hedi Nouira, et ben il a fait la chose suivante. Une amnistie fiscale et carrément, donc aujourd'hui, donc là, la consolidation des emprunts à partir justement des taux. Donc, et là, effectivement, et là, nous vivons sous l'ère des années 80. S'il y a des acquis, c'est effectivement, regardez les grands groupes maintenant, c'est l'ère des années 80, effectivement. Donc là, il va falloir trouver une stratégie carrément économique claire. Et j'ai dit, il faut prendre aussi des décisions douloureuses, à savoir justement plus de compensation. Justement, donc la compensation n'a plus d'utilité, surtout dans les produits alimentaires. Donc là, effectivement, 2,4 milliards, donc justement pour l'industrie alimentaire. Et là, uniquement 12% qui en profitent. Aujourd'hui, il faut trouver de nouveaux canaux avec la digitalisation pour cibler justement cette compensation et justement éviter ce gaspillage économique, etc. Il y a pas mal de solutions, mais effectivement, il n'y a pas sur ce sujet-là, on est très inquiet et nous espérons que l'État, et pour répondre à la question de cet art tout à l'heure aussi, qu'elle soit aussi compréhensible parce que s'il va s'amuser à faire la pression fiscale, elle va tuer les entreprises et par conséquent, nous allons perdre toutes les entreprises. Merci. Alors,
Il n'y a plus de questions. Donc, alors, c'était une conférence très riche. Merci, Si Boubacar. Merci, Si Tahar. Merci pour votre disponibilité. C'était vraiment très riche, la conférence. Je remercie aussi les participants fidèles. Alors, c'était donc la conférence de la pandémie à l'environnement des affaires et de l'investissement, comment rebondir. C'était dans le cadre de Forum de l'économie financière et chaque mercredi à 14 h, notre rendez-vous. Alors, je vous laisse le mot de la fin, c'est Boubacar, pour clôturer la séance. C'était un plaisir de partager avec vous des idées. C'était un plaisir quand même de revenir à mon métier parce qu'effectivement, je reste toujours un enseignant. J'aime ce métier, je suis un enseignant, c'est mon métier. Merci à tous les collègues qui sont présents. Merci, Si Tahar. Et c'était donc Shahia Taiba, Ouaidk Mabrouk et Oubarakallah. Merci beaucoup, Aïcha. Merci. Merci, Salma. À la prochaine. Bye bye.